Merci. Alors, le temps que le plateau du débat s'installe, je vais les présenter, les remercier évidemment d'être tous venus, parce qu'ils sont tous très pris. Je voulais d'abord remercier Nicolas Prise, président de la Mildeca, ainsi que Bernard Basset, président de l'AMPA, d'accepter d'animer et de ce plateau qui est très d'actualité. Évidemment, c'est Covid et addiction, mais bon, vous verrez assez vite que on va discuter un peu de la problématique également sociale. Et puis, l'événement étant, l'actualité étant, on parlera de ce que maintenant il est convenu d'appeler la seconde vague. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, donc évidemment, Bernard Basset et Nicolas Prise. Bernard, qui va être le monsieur loyal du débat. Nicolas Prise, président de la Mildeca. Le plaisir d'accueillir ma collègue, le professeur Marion Leboyer, qui est chef de service de psychiatrie à Créteil et qui est évidemment président de la Fondation fondamentale. Marie-Geoffrey Roustide, qui est sociologue et qui travaille évidemment sur les questions d'addiction, qui vient évidemment nous parler aussi des liens qu'elle a pu établir avec nos collègues américains. Et évidemment, vous connaissez le professeur Gilles Pialou, qui a été très présent sur la question, qui a donné son expertise pour pouvoir évidemment nous éclairer à la fois sur le plan scientifique et sur le plan médiatique. Merci Gilles, je sais que tu sors de ta réunion. Voilà, donc vous avez le temps, la parole et l'espace. Merci beaucoup, je sais que c'était pas simple. Merci d'être là. Voilà. Merci Amine. Donc nous allons introduire cette table ronde qui repose sur des regards croisés. Vous avez vu qu'il y a une sociologue, un infectiologue, une psychiatre, tous impliqués. Et en plus, dans cette actualité brûlante, je pense qu'on aura des questions à leur poser. On a prévu une table ronde faite de petites interventions justement pour favoriser les échanges. Ils vont faire court et on espère que vous leur poserez des questions nombreuses de manière assez libre à la fin de tous ces exposés. Dans un premier temps, je vais passer la parole à Nicolas Pris, qui est médecin de santé publique, qui est président de la Mildeca, que tout le monde connaît ici, qui va faire une petite introduction sur le tabac quand même. Oui, merci beaucoup Bernard. Merci encore Amine d'avoir organisé cette table ronde ô combien d'actualité. Oui, je voulais juste, avant de laisser la parole aux trois éminents experts qui sont parmi nous, faire un petit focus sur la question de la crise sanitaire et du tabagisme. Il y a eu beaucoup de controverses, voire même sur l'effet protecteur de la nicotine à un moment. Mais je voulais rappeler, avant donc les exposés introductifs, ce qui a pu être observé, notamment durant la période de confinement. Alors, juste pour mémoire, en amont, on sait très bien que le tabac, c'est le tueur en série historique sur les questions d'addiction, 75 000 morts par an, un coût social qui est estimé à 120 milliards d'euros par an et qui n'est pas discuté. Une tendance qui est plutôt bonne depuis plusieurs années désormais, avec un arsenal d'actions publiques et d'actions menées par les professionnels qui est très solide, et notamment donc une tendance entre 2014 et 2019 qui est vraiment tout à fait favorable, avec une baisse des prévalences du tabagisme qui oscille entre 4 et 4,5% pour la population adulte. Cependant, peut-être un point de vigilance à ce stade, c'est que 2019 a été une année où la baisse a été un petit peu moins importante que les années précédentes. La baisse a été significativement notable uniquement pour les femmes, le tabagisme des femmes, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'il y a eu une accumulation du risque ces dernières années qui a été singulièrement défavorable aux femmes. Et puis, il y a eu cette année 2020 avec l'arrivée de la crise sanitaire. Et les données de Santé publique France nous montrent, alors que, et Marie le précisera sans doute tout à l'heure, finalement, dans le paysage des substances psychoactives, les choses n'ont pas été tant bouleversées que cela, que quand même pour 26% des fumeurs, la période de confinement a conduit à une augmentation de la consommation de tabac. Et puis, deuxième réflexion, à mon avis, qu'il faut avoir en tête, c'est l'idée que notre crise sanitaire, on le sait tous, cette crise mondiale va entraîner et entraîne déjà des conséquences sociales majeures, des conséquences économiques. Or, les déterminants de la consommation de tabac sont également des déterminants sociaux. Donc on voit bien que si on met un peu en perspective peut-être une année 2019 par rapport aux précédentes qui n'était pas si bonne, une crise sanitaire au cours de laquelle, pour la première période de confinement, on a eu un quart des fumeurs qui ont augmenté leur consommation, et puis une pauvreté qui va augmenter. Je crois que c'est le moment de
et le mois sans tabac nous y invite à partir de ces jours-ci, d'essayer de reprendre une lutte vraiment acharnée et en même temps sans stigmatisation pour les fumeurs. C'est toujours ce qu'il faut vraiment ajouter sur ce fléau important. Voilà, je voulais faire juste un petit focus sur le tabagisme. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Geoffrey Roustide, que vous connaissez tous, qui est sociologue, qui travaille à l'INSERM et qui est en particulier chargée de la coordination pour notre pays, la France, de la Global Drug Survey, dont elle va nous présenter les résultats. Merci Marie. Merci Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci à Amine pour cette invitation. Donc en effet, je vais vous présenter rapidement les données de la Global Drug Survey. Alors la Global Drug Survey, en fait, est une enquête internationale qu'on mène en population générale chaque année. Et d'habitude à la fin de l'année, donc on va la remettre en place là, cette année, mais juste au moment où la pandémie de Covid a fait son apparition, l'ensemble de l'équipe, donc le leader de la Global Drug Survey, c'est Adam Winstock, un chercheur, un psychiatre anglais. On a eu envie, en tout cas, de monter une édition spéciale de la Global Drug Survey spéciale Covid pour essayer d'évaluer l'impact du Covid sur les pratiques de consommation. Et donc, cette enquête, on a pu la réaliser en France grâce à un partenariat média qui se fait avec Libération et Vice, et également avec un investissement très fort de partenaires associatifs qui ont diffusé l'enquête et qui ont fait en sorte que ce soit une réussite en France. Alors, la Global Drug Survey, c'est une enquête qui n'est pas une enquête qui permet d'estimer des prévalences, comme par exemple le baromètre santé. C'est un échantillon de convenance qu'on met en place sur Internet et qui s'adresse avant tout à des consommateurs. Donc en fait, c'est une enquête qui ne permet pas de quantifier les usages, mais d'en mesurer les évolutions, le contexte dans lequel les personnes consomment, les conséquences psychosociales également, et surtout le sens que les consommateurs accordent à la consommation de produits. Donc il y a 20 pays qui ont participé à la Global Drug Survey spéciale Covid entre mai et juin 2020. Les analyses n'ont pu être effectuées que sur 11 pays qui sont listés ici, dont la France. On a un échantillon total donc, de 55 811 et la France est le deuxième participant en nombre avec 6 193 participants juste après l'Allemagne. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques données issues de la Global Drug Survey. Donc, j'ai noté en bleu les tendances pour la France et en jaune les autres pays. Donc, en fait, ce qu'on voit sur la question de la consommation d'alcool, on a interrogé les personnes sur 2 indicateurs, l'évolution du nombre de verres d'alcool par consommation, par épisode de consommation, et également la question du binge drinking. Et donc, l'évolution du nombre de verres d'alcool sur la semaine, et ensuite l'évolution du binge drinking. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a globalement, pour la majorité des Français, et donc c'est ce qu'on voit également à l'international, une stabilité dans le nombre de verres d'alcool par semaine. Sauf qu'on voit quand même qu'il y a une proportion non négligeable, près de 30% des participants à l'enquête, qui déclarent avoir augmenté modérément leur nombre de verres d'alcool et une part très peu importante de personnes qui déclarent avoir baissé leur nombre de verres d'alcool sur la semaine. En revanche, quand on regarde le binge drinking, là on voit que les choses sont différentes. La part de personnes qui déclarent avoir augmenté le binge drinking est beaucoup moins importante que le nombre de personnes qui déclarent avoir bu plus souvent de l'alcool au cours de la semaine. Donc ce qui est intéressant, j'y reviendrai en conclusion, c'est qu'en fait, on voit qu'on n'a pas, contrairement au tabac, observé une augmentation très importante de l'usage d'alcool problématique pendant le confinement, mais plutôt un étalement de la consommation sur la semaine. Alors, comment expliquer cette augmentation du nombre d'alcool ? Donc, j'ai mis en rouge les motifs d'augmentation de la consommation qui pouvaient être en lien avec la santé mentale pour entrer en résonance avec les données qui vont nous être présentées par Marie Leboyer plus tard. Donc en fait, ce qu'on voit quand même s'il n'y a pas eu d'augmentation du binge drinking, c'est que les motivations qui sont invoquées sur le fait d'augmenter le nombre de verres d'alcool sont d'abord parce qu'on a passé plus de temps avec son partenaire ou avec son colocataire, mais on voit quand même que des motivations liées à l'ennui,
l'angoisse, l'anxiété, la dépression, le fait de se sentir seul sont quand même mentionnés très souvent par les consommateurs pour expliquer cette augmentation. Alors, concernant l'évolution de la consommation de cannabis, donc les questions qu'on posait, c'était est-ce que vous avez augmenté, diminué, ou est-ce que votre consommation n'a pas changé entre la période de février, puis après la période de l'arrivée de la pandémie, enfin en tout cas de l'officialisation de la pandémie de Covid. Donc pour le cannabis, de manière un peu étonnante, en fait, on voit qu'il y a aussi globalement plutôt une stabilité de la consommation, mais on observe très peu de consommateurs qui ont baissé leur consommation de cannabis. Donc, il n'y a pas eu de phénomène de pénurie, comme ce qui était annoncé. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une part non négligeable, aux alentours de 20% des consommateurs qui déclarent avoir augmenté de manière modérée leur consommation de cannabis et 16% qui déclarent l'avoir augmenté de manière importante. Alors là, encore une fois, quelles sont les motivations de l'augmentation du cannabis suite à la pandémie? On voit en rouge également que les motivations principales sont liées à l'ennui, l'angoisse, l'anxiété, le fait de se sentir seul, le fait de se sentir déprimé, ou alors la première motivation d'avoir plus de temps. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui a justifié principalement l'augmentation de la consommation de cannabis, c'est des usages à visée anxiolytique et thérapeutique et non pas des usages festifs, comme on peut l'observer habituellement dans la Global Drug Survey quand elle est menée en dehors de la période de la pandémie. Alors, concernant la consommation de stimulants, là, on observe des choses très différentes, puisque, comme vous le voyez, la part des usagers qui déclarent avoir baissé fortement leur consommation est très importante. Et on voit exactement le même phénomène pour l'ecstasy. Donc, en fait, on voit que pendant le confinement, les produits qui ont été le plus impactés sont la cocaïne. C'est exactement les mêmes tendances pour l'ecstasy. Et les motivations liées à la baisse de la cocaïne, elles sont liées à la diminution des occasions de sociabilité. Ce qui est mentionné comme une motivation à la baisse, c'est de dire, en fait, là, je n'avais pas envie de consommer des stimulants pendant la période de la pandémie ou je n'aime pas consommer ce produit quand je suis seule à la maison. Un autre résultat très important de la Global Drug Survey, c'est qu'à l'inverse de la cocaïne, on voit en fait que la consommation de benzodiazépines, là, on n'observe quasiment pas de baisse, plutôt soit une stabilité, voire une augmentation importante de la consommation et qui est surtout visible pour la France, près de 20% des Français disent avoir augmenté de manière forte la consommation de benzodiazépines. Et là, la France se distingue par rapport aux autres pays. Et là, vous le voyez en rouge, les motivations relatives à l'augmentation de la consommation de benzodiazépines, là, sont liées à l'angoisse, au stress, au sentiment d'être déprimé, au fait de se sentir seul. Et pour une partie des participants, cela les a aidés à vivre mieux avec leur famille et leurs proches pendant le confinement. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur les tendances de la Global Drug Survey, c'est qu'en fait, contrairement au tabac, il n'y a pas eu de modification majeure concernant les usages. Ils sont moins marqués en tout cas que pour le tabac. Et surtout, il n'y a pas eu de modification majeure concernant la disponibilité des produits durant le premier confinement. Les motivations à modifier les usages sont plutôt liées à une modification de l'environnement, de vie et des adaptations par rapport à la sociabilité. Par contre, un autre résultat très important, c'est qu'on voit que les usagers ont privilégié des produits à visée calmante durant le premier confinement et que les motivations liées à l'augmentation de la consommation de certains produits sont liées à l'anxiété et au sentiment d'ennui. Donc pour la consommation d'alcool, donc proportionnellement moins de binge drinking que ce à quoi on s'attendait. Pour le cannabis, une stabilité globalement, mais une part non négligeable d'usages qui sont liés à la volonté de diminuer l'anxiété. Un résultat quand même qui est un peu préoccupant sur le cannabis et qui a été mis en évidence par l'OFDT, c'est qu'en fait l'OFDT a montré également, comme la Global Drug Survey avec la Cannabis Online, qu'il y avait globalement une stabilité des usages pour la majorité des consommateurs, mais que quand même on observait plutôt des augmentations,
des variations pour 2 groupes qui se situent à l'extrémité de l'échelle, c'est-à-dire une proportion importante de personnes qui ont arrêté leur consommation pendant le confinement, mais aussi une augmentation non négligeable d'un usage qui est passé d'un usage occasionnel à un usage quotidien. La spécificité française pour la Global Drug Survey par rapport aux autres pays, c'est l'augmentation de la consommation de benzodiazépines. On est le pays pour lequel les benzodiazépines ont le plus augmenté, juste après le Brésil. On peut dire quand même que la situation au Brésil vis-à-vis de la pandémie, en particulier la gestion de la pandémie, a été quand même nettement moins bien menée qu'en France. Et donc, en fait, c'est quand même la France qui se situe en 2e, juste après le Brésil. Alors, ce qu'on peut dire également en conclusion, c'est que le 2e confinement que nous allons vivre à partir de demain matin risque d'impacter les usages de manière plus forte. On peut faire cette hypothèse et surtout de voir une augmentation des usages de produits à visée anxiolytique, d'où la nécessité d'être particulièrement vigilant sur les messages de prévention et de réduction des risques pendant cette période. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie. Alors je vous conseille de garder vos questions le temps que les 2 autres intervenants s'expriment. Je vais passer tout de suite la parole à Marion Leboyer, donc, qui est psychiatre, professeure de psychiatrie à Henri Mondor et qui est directrice de la Fondation Fondamentale pour soutenir la recherche en psychiatrie. Alors elle a signé récemment un édito les conséquences psychiatriques sont devant nous. Je vous passe la parole, je pense que ça nous intéresse tous. Merci beaucoup d'inviter une psychiatre à parler devant cet auditoire d'addictologues. Je crois qu'on est effectivement dans une période où c'est important d'envisager à la fois l'addictologie et la psychiatrie. Alors ça, c'est une représentation un petit peu schématique de ce qui nous attend, et effectivement qui illustre parfaitement ce que vous venez de citer, je vous remercie. Donc on a eu une première vague de mortalité immédiate du Covid. Il y a une deuxième vague qui n'est pas celle dont on parle en général, mais qu'il faut prendre en compte pour nos patients, qui est celle du défaut et du retard de prise en charge des pathologies chroniques, et on va de nouveau avoir ça devant nous. Il y a une troisième vague liée à la précédente, qui est l'interruption du suivi des pathologies chroniques. Et puis celle dont je veux parler ce soir, dans laquelle on est probablement seulement en train au tout début, qu'on appelle la 4e vague, et qui est le retentissement psychologique, psychiatrique et probablement économique, avec des conséquences que je vais décrire juste pour les illustrer de façon rapide. Alors premièrement, il y a en population générale un impact psychosocial extrêmement important de la pandémie et qui va bien au-delà des conséquences de la période stricte du confinement, qui est un impact sur chacun d'entre nous, l'anxiété, le stress lié à la pandémie, la difficulté liée à l'isolement social, le fait que les domiciles dans lequel nous allons être confinés à partir de demain ne sont pas sûrs. On sait qu'il y a eu pendant la première vague des violences et des abus physiques et mentaux, la peur de transmettre la maladie, la peur de l'attraper bien sûr, l'augmentation des addictions, on vient d'en entendre parler, mais il y a aussi l'augmentation des addictions aux écrans, et puis bien sûr des situations très traumatisantes pendant lesquelles on est très en difficulté parce qu'on a des proches qui sont hospitalisés en réanimation ou des situations de deuil. Et puis un impact sur la société qu'il ne faut bien sûr pas négliger, un impact économique, l'impact lié à ce qui nous attend là aussi en termes de faillite, de fermeture, peut-être même de télétravail, l'impact sur la fermeture des écoles, l'impact sur la pression sur les aidants et les travailleurs de première ligne. Et on sait, d'après les précédentes études qui ont été faites par exemple sur la crise de 2008, qu'il y a eu une augmentation de 20 à 30% du nombre de suicides liés simplement aux crises économiques. Alors qu'on commence à avoir des données sur l'impact de la première vague de Covid, avec des conséquences psychologiques et psychiatriques en population générale, c'est-à-dire qui concernent l'augmentation de pathologies psychiatriques chez des gens qui n'ont jamais eu de pathologie psychiatrique auparavant. Et il y a une étude qui est sortie dans JAMA il y a très peu de temps, en septembre 2020, qui a porté sur 1479 population générale et qui a montré 3 fois plus de symptômes dépressifs en 2020 comparé à 2018, avec une augmentation qu'il faut signaler, qui est la plus forte pour des dépressions sévères, qui était de 0,7
en 2018 contre 20% en 2020. Et avec aussi des cibles spécifiques, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Les populations les plus à risque sont les femmes, les personnes en situation de précarité économique et les personnes en situation de chômage. Et c'est la même chose dans une étude qui avait été publiée très rapidement après la première vague de Covid pour les troubles anxieux, où on signale en France une augmentation extrêmement importante des troubles anxieux, en particulier chez les femmes, chez les sujets âgés et chez les jeunes, et chez les sujets en situation de précarité économique. Alors, autre point peut-être qu'il faut ajouter en ce qui concerne les conséquences psychologiques et psychiatriques des personnes ce coup-ci qui ont été infectées par le Covid, qui ne sont pas représentées sur cette diapositive, c'est qu'on commence à s'apercevoir que dans la mesure où il y a un lien extrêmement fort entre infection et inflammation et survenue de pathologies psychiatriques, les personnes qui ont eu le Covid, les survivants des personnes qui ont eu le Covid, sont plus à risque de développer pendant les premières semaines et les premiers mois après leur guérison, non seulement des pathologies cardiologiques, pneumologiques, mais aussi psychiatriques, avec une augmentation des stress post-traumatiques, des troubles anxieux et des troubles de l'humeur, qu'il faut vraiment avoir en tête pour pouvoir dépister et prendre en charge ces pathologies. Le troisième point que je voulais faire, et je m'arrêterai là après pour qu'on laisse le temps à la discussion, c'est la conséquence de la Covid-19 sur nos patients, donc sur les usagers. Et il y a 3 points qui sont en train d'être publiés, là encore avec des données relativement récentes. Le premier point, c'est qu'il semble que le risque qu'a la population générale comparé à la population de patients avec pathologie psychiatrique préexistante est à peu près similaire, avec peut-être des facteurs de protection qui ne sont pas encore identifiés très clairement pour nos patients, qui font que, malgré tous les facteurs de risque qu'ils ont, ils ne sont pas plus à risque d'attraper le Covid. Par contre, il y a 2 points sur lesquels nous, on alerte nos décideurs et nos directions hospitalières depuis de nombreuses semaines, qui sont en train de se vérifier. Le premier point, c'est que quand nos patients attrapent le Covid, ils ont un beaucoup plus grand risque de faire des formes graves, 2 fois plus que la population générale. Donc, quand on a une maladie psychiatrique préexistante et qu'on attrape le Covid, on a 2 fois plus de risque de faire une forme grave de Covid. Et comme on peut s'y attendre, il y a donc un risque de mortalité qui est beaucoup plus élevé, avec 45% de mortalité à 4 semaines quand on a une pathologie psychiatrique comparé à 31%. Et ça interroge vraiment sur l'organisation des soins, sur la capacité de mettre en lien les médecins généralistes, les spécialistes somatiques avec les psychiatres, avec les addictologues pour que ces patients soient pris en charge rapidement et le plus efficacement possible. Donc, juste pour lancer la discussion, on a besoin encore de beaucoup d'informations pour pouvoir mieux comprendre les conséquences de la pandémie. Premièrement, on a besoin de mesurer, de suivre et de faire connaître l'impact du Covid-19 sur la dépression, le risque suicidaire, l'anxiété, en particulier dans certaines populations qui semblent être plus à risque, qui sont les jeunes et les seniors, les personnes en situation de précarité économique, de perte d'emploi et les personnes avec une maladie mentale, ce qui n'est pas assez dit et pas assez partagé. On a aussi besoin de savoir si les personnes atteintes de maladies mentales ont été effectivement atteintes, pas avec une prévalence plus importante que la population générale. Est-ce que c'est la même chose en France ? Est-ce qu'elles ont été impactées sur le plan psychopathologique ? Est-ce que ça a entraîné des rechutes, une aggravation, la survenue de comorbidités ? Est-ce qu'elles ont présenté des formes cliniques particulières ? On commence à le savoir. Et puis, on a besoin de déployer des réponses graduées d'offres de soins. Premièrement, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire en partageant des informations, en organisant la première ligne, et en particulier les médecins généralistes et les pédiatres, et en renforçant la prise en charge médicale, on ne le fait pas assez, des patients porteurs de pathologies psychiatriques. Et puis, on a aussi besoin, parce que c'est quelque chose qui s'est beaucoup déployé pendant les premières semaines et les premiers mois de la pandémie, c'est les outils numériques et de savoir quelle est leur efficacité, quelle est la capacité d'accès au numérique de nos patients, quel est leur impact, quelle est la satisfaction des usagers. Voilà quelques points dont on pourra discuter, je pense, dans 2 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir présenté de manière synthétique un problème qui est en général assez peu développé et dont on voit l'importance, en particulier avec les quelques données que vous avez citées et les références internationales sur la Corée. Bon, je vais passer la parole à Gilles Pialou. Gilles Pialou est infectiologue, prof de médecine à Thonon, je pense que tout le monde le connaît. Lui, il n'est pas totalement en dehors du champ des addictions, puisqu'il a beaucoup participé à la réduction des risques, en particulier au niveau de la prévention du VIH au début de l'épidémie. Gilles Pialou.
le professeur Le Boyer aurait pu rajouter l'arrêt de la recherche. On va en parler peut-être. Et justement, juste avant le début de cette crise, je venais d'obtenir le financement pour une étude sur la réduction des risques dans le chemsex par l'ANRS. Donc tout ça, évidemment, est en suspens. J'espère qu'ils ont mis l'argent de côté. Voilà, donc effectivement, je suis infectiologue et comme vous le voyez, j'essaye de m'intéresser depuis longtemps via SWAPS aux addictions et puis via aussi le fait que je m'occupe du VIH, des hépatites, etc. Et vous m'avez demandé un peu de plancher, donc je vais essayer de faire rapidement. Mes conflits d'intérêts sont un peu, enfin mes liens d'intérêt plutôt que mes conflits d'intérêts sont plutôt tous les laboratoires du VIH et de l'hépatite C, les génériqueurs, et puis je participe, mais c'est pas vraiment des liens d'intérêt, à un board sur les tests rapides, tests antigéniques, avec une entreprise qui s'appelle AZ, et un petit groupe de réflexion qui s'appelle Covidia, sur l'intelligence artificielle. Et puisque Amine Beniamina, qui quand même, j'ai oublié de le dire, absolument incroyable, parce que c'est mon premier congrès présentiel, c'est mon dernier de l'année. Terminer un congrès international à quelques heures du confinement, je veux dire, je pense que personne n'aurait imaginé que c'était faisable. Le Amine, il m'a scié, là. C'était pas le sujet. Non, le sujet c'était de remercier ceux qui ont. J'ai un autre lien d'intérêt, c'est que j'ai écrit effectivement un bouquin qui est dans le programme et j'étais ravi que vous l'ayez mis dans le programme sur la première vague qui s'appelle Nous n'étions pas prêts. Et comme vous l'avez vu, j'avais trouvé un titre qui était plutôt assez prédictif. Donc l'autre facteur, c'est qu'on a avec l'équipe Christelle Letton, Didier Gell et Charles Roncier commis avec tout le comité de rédaction de SWAPS un numéro sur la réduction des risques à l'épreuve du Covid. J'ai mis les auteurs de ce numéro pour les remercier. Ce numéro n'est pas disponible parce qu'on n'a pas fait de tirage papier, mais il est sur le site de VIH.org, il est accessible. J'ai pas mis, ceux que j'ai mis en gras, c'est pas ceux qui ont écrit plus que les autres, c'est ceux qui font partie justement du comité de rédaction. Et vous avez un autre numéro qui est disponible, je crois, partout dans le congrès, en tout cas qu'il a été, et qui a été l'objet, pour des raisons un peu complexes, d'un tir à part qui est associé à ce numéro sur le testing, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, juste évidemment, je pense que même pour ceux qui n'ont pas de télé, pas de radio, vous êtes au courant qu'il y a une pandémie mondiale absolument hallucinante, absolument imprévisible et dont la suite, j'étais très intéressé par votre diapositive sur les différentes vagues. En tout cas, même sur les vagues stricto sensu du virus, on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer, avec juste un point d'ancrage et de réflexion, qui est ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on en parle peu, parce qu'on est noyé par la politique là-bas aussi, mais quand même 225 000 morts pour l'instant. Là, c'était lundi, sur la carte de Johns Hopkins. Et c'est pas à vous qu'il faut que je dise que ça fait à peu près 5 fois ou 4 fois et demi la crise des opioïdes qu'il a été, elle, sur 10 ans. Donc on est vraiment dans une situation, et c'est vrai que le discours qu'on a appelé un moment rassuriste, et que moi j'appelle plutôt négationniste, a fait énormément de mal à l'existence d'une politique de réduction des risques, précisément par rapport au Covid, parce qu'on peut dire ça comme ça, et qu'il faut de temps en temps revenir sur la réalité. Là, je vous ai mis sur cette diapositive, ça n'a rien à voir avec le sujet des addictions, mais c'est juste pour raconter en 2 mots, en une diapositive, notre histoire à Thonon, où on n'était pas du tout prêt non plus à figurer comme ça, à être aussi impacté, puisqu'on est un hôpital sans SAMU, et donc on était en 3e ligne dans le plan qu'on appelle le plan COREP de gestion du risque biologique, et en fait le virus a choisi de rentrer comme il voulait dans les hôpitaux, et surtout pas en suivant les plans. Et en fait l'histoire, c'est un patient de réanimation qui était déjà en réanimation, qui venait d'un mariage en Algérie, et qui a été donc avec comme vous le voyez, un parcours à l'intérieur de je suis en train de regarder si on peut un parcours à l'intérieur de l'hôpital qui a permis, donc vous voyez que chaque fois qu'il y a un carré ou un rond, c'est des cas secondaires ou des cas tertiaires. Donc globalement, il a contaminé 7 ou 8 membres, il était hyper contaminateur, contaminé 7 ou 8 membres de sa famille, contaminé 7 ou 8 soignants, des cas secondaires. Et vous voyez comme l'histoire, c'est l'époque, donc là on est au 27 février,
Et c'est l'époque où on avait beaucoup parlé de l'Oise, et la petite fille de ce monsieur qui est décédé d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë en réanimation dans un autre centre de référence était justement scolarisée justement à Crépy-en-Valois, dans le Val d'Oise. Vous voyez que l'histoire peut se résumer en une seule diapositive. Et on a été très impacté parce que, comme vous le voyez dans le tableau à gauche, on a eu jusqu'à un peu plus de... Maintenant, on en est à beaucoup plus que ça. Là, c'est la première vague, 836 cas, 127 décès, 380 qui ont été guéris et 284 transferts vers des hôpitaux essentiellement dans le Grand Ouest. Et une contamination importante du personnel soignant qui malheureusement se continue avec 240 soignants qui ont été contaminés dans le Covid. Alors, je finirai avec une étude qui me semble illustrer, et ça rejoint l'intervention sur Global Drug Surveys, mais là, effectivement, c'est des données réelles sur la France, puisque c'est les données qui sont issues de la Caisse d'assurance maladie sur les prescriptions. Donc, il y a une analyse des ordonnances. Vous connaissez ce groupe sûrement EPIPHAR, qui est un groupe donc ANSM CNAM, la CNAM, dirigée essentiellement par Rosemary de Respira. Et cette étude pharmaco-épidémiologique est très intéressante. Elle ne renseigne pas sur tout, mais elle donne des informations. Un point qui, avant de vous montrer ces chiffres, un point qui me semble important, et ça va être dans la discussion, c'est les inégalités territoriales de l'épidémie et les inégalités sociales qui ont été révélées récemment par une étude INSERM, justement, qui s'appelle EPICOV. Et cette étude EPICOV a montré, bien sûr, des données de prévalence que vous avez à droite, mais aussi des dissonances entre les différentes professions et statuts sociaux. Et je trouvais que ça faisait écho, et ça va être dans la discussion, à ce qu'on a développé justement dans le numéro, avec l'article, par exemple, de Fabrice Olivet, sur le fait que la guerre à la drogue, c'est guerre aux pauvres. Et le Covid est typiquement un virus qui est clivant sur le plan sociologique, avec évidemment des profils sociaux professionnels qui sont particuliers et tout un tas de professions qui ont été contaminées, notamment lors du confinement. Je pense notamment au personnel de ménage, au personnel de sécurité, aux gens qui font du transport, etc. Alors, l'exemple donc dans EPIPHAR, je donne un exemple, quelque chose qui me touche plus par mon corps de métier, c'est autour du VIH. On pourrait prendre plein d'exemples, je finirai bien sûr par les anxiolytiques et par les médicaments de substitution aux opiacés. Mais sur le VIH, vous voyez là, c'est intéressant parce que vous avez en vert la courbe des prescriptions en 2018 de tests VIH, en 2019 en bleu, en 2020 ce qui est observé par rapport à ce qui était attendu, et vous avez évidemment l'effet du confinement qui est tout à fait spectaculaire puisqu'on est à moins 50% de tests sérodiagnostiques de VIH, et plus important, mais il y a la même chose sur les vaccins, etc., c'est la récupération post-confinement, donc après le déconfinement, et vous voyez qu'on perd quand même encore une puissance qu'on avait mis des années à installer, puisque vous êtes à moins 15%, donc c'est des données assez récentes, ce qui équivaut à peu près à 650 000 tests VIH qui ont été perdus dans la suite du confinement, donc tout n'est pas expliqué par le confinement, et on verra qu'on a ça. Alors, en Angleterre, on a montré un effet plutôt positif du confinement sur, évidemment, la circulation des IST. Et puis pour finir, en médicaments psy-addiction, cette étude d'EPIPHAR est très intéressante parce qu'elle montre, et finalement, elle suit exactement d'ailleurs les déclarations du Global Drug Survey, c'est-à-dire pour la France. Effectivement, alors quand vous regardez, c'est par semaine, en bleu c'est le confinement, et vous avez la première semaine du confinement, la deuxième semaine, etc. Vous avez un effet qu'on va discuter, qui est un effet stockage, on ne stocke pas que le papier toilette, on stocke aussi les produits antidépresseurs, donc très important la première semaine, et puis après stabilisé. Et vous voyez quand même que donc, la confirmation, alors évidemment ça ne veut pas dire que les gens l'ont forcément pris, mais en général c'est des prescriptions qui ont été, en tout cas c'est des prescriptions qui ont été honorées, plus 1,1 million de traitements anxiolytiques, plus 480 000 délivrances d'hypnotiques. Sur les traitements de substitution aux opiacés, là aussi, vous voyez un petit effet stockage qu'on a déjà discuté justement dans le numéro de SWAPS, mais que vous avez quand même 17 000 délivrances sur 6 mois supplémentaires. Et puis ça rejoint ce qu'on a dit en introduction et que le président de la MILDECA a souligné, c'est qu'une augmentation de la consommation de tabac avec son image en miroir, qui est la diminution des substituts nicotiniques, avec moins de 275 000 délivrances. Et je trouve que cette étude est très éclairante, et elle est éclairante d'ailleurs à peu près sur tout, parce qu'il y a aussi les antidiabétiques, les vaccinations. C'est très intéressant de voir comment on a récupéré certaines vaccinations, et par exemple l'HPV, on n'a pas du tout récupéré. Voilà.
Voilà, j'ai fini mon introduction. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais passer bientôt la parole à la salle, mais je sais que Nicolas a une question à poser à Marion Leboyer. Oui, d'abord pour vous remercier beaucoup pour votre présentation. Vous avez montré dans une de vos diapositives combien les jeunes, et là singulièrement avant 18 ans, on n'est pas forcément sur le milieu universitaire sur lequel on s'interroge beaucoup aujourd'hui. Autrement dit, quelle est votre vision aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on sait des résultats des études sur les troubles psychiatriques ou l'aggravation des troubles anxio-dépressifs chez les enfants ou chez les jeunes, mineurs en particulier? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de populations, effectivement, comme les jeunes, mais aussi les sujets âgés, qui semblent être beaucoup plus à risque de développer de façon en primo-pathologie, c'est-à-dire n'ayant pas ce type de pathologie avant la crise du Covid, des pathologies anxieuses, des pathologies dépressives et probablement plus de tentatives de suicide. Donc je pense qu'on n'a pas encore de chiffres spécifiques sur cette tranche d'âge, mais en tout cas ça apparaît clairement. Et donc il y a vraiment des populations spécifiques sur lesquelles il faut que notre attention soit attirée en fonction de l'âge, les femmes, et puis les personnes qui sont à risque et qui vont l'être de plus en plus de difficultés économiques, de chômage et de faillite. Moi, je vais en profiter. J'avais aussi une autre question. Vous avez parlé des jeunes de moins de 18 ans. Donc, je me demandais si chez les enfants et chez les adolescents, il n'y avait pas également des troubles anxieux qui pouvaient se développer liés à la peur de contaminer les parents et les grands-parents, par exemple. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était, il y a une population dont on parle peu. D'ailleurs, on lance, nous, une étude là, qui s'appelle Focus avec des collègues canadiens, qui est la tranche d'âge 18-30 ans, et qui, à mon avis, va être une des populations très impactées, en particulier par la crise économique, parce qu'en fait, c'est souvent des jeunes qui ont des petits boulots et qu'ils ont perdus pendant la période de confinement ou du couvre-feu. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des données sur cette tranche d'âge également. Alors nous, on n'a pas de données, mais on lance une étude avec Ipsos là, à cause de la deuxième vague, spécifiquement sur les jeunes, pour essayer de mesurer l'impact sur leur santé mentale de l'ensemble de la pandémie, parce que je pense que c'est très difficile de savoir si c'est spécifiquement le confinement, spécifiquement la crainte. Enfin, on peut analyser et décortiquer, mais l'important, c'est vraiment de garder ce message-là en tête, de le transmettre aux généralistes et aux pédiatres pour qu'ils soient particulièrement vigilants par rapport à la survenue de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de toute une série de pathologies psychiatriques qui, de toute façon, commencent plus souvent pendant cette tranche d'âge. Donc c'est sûr qu'ils sont plus à risque, c'est sûr qu'ils sont plus impactés pour toute une série de raisons qu'on connaît, et il faut être extrêmement vigilant parce que ça se diagnostique et ça se soigne. Gilles Pialou. Oui, non, je voulais juste rebondir sur votre intervention et dire qu'on était très étonnés au début, là, quand on a eu la montée en charge de la première vague, à peu près d'ailleurs au niveau où on est actuellement de la deuxième, à Thonon. On a créé des salles, enfin on a ouvert des salles qui étaient fermées, et on avait ouvert une salle que mon équipe gérait, et on s'est aperçu, je me rappelle d'une visite, on s'est aperçu qu'il y avait au moins, enfin il devait y avoir 13 lits, et il y avait au moins 4 grands psychotiques, y compris en institution, donc enfin, je veux dire, c'est l'illustration de ce que vous avez montré sur les chiffres. Et c'était assez complexe parce qu'à ce moment-là, d'abord, il y a pas mal d'institutions qui ne voulaient pas les reprendre tant qu'ils n'étaient pas Covid négatifs et que ça. On a eu à gérer cette première phase. Et la deuxième, c'est plutôt une question, parce que je suis souvent challengé sur ce sujet-là quand on a des discussions, y compris publiques. Il y a probablement, vous l'avez observé, des décompensations sur le thème, je dirais, maniaque, enfin je dis même mot de somaticien, mais autour du thème complotiste, qui est extrêmement fort sur les réseaux sociaux, extrêmement fort dans cette deuxième vague, avec de quoi faire bien délirer les gens, si je puis dire, et qui répond globalement aussi à une je sais pas comment on peut dire, le terme c'est gilet jaunisation du discours qui a été impulsé notamment par un certain nombre de médecins, notamment à Marseille, mais pas seulement, et cette dérive complotiste. Et je le vois parce que les lettres que je reçois, je suis pas habitué à recevoir des lettres aussi délirantes justement sur le thème complotiste quand je passe à la télévision, etc. Et voilà, je pense que ce thème-là est important. Et en plus, et c'est ma dernière remarque,
en plus, cette dérive un peu négationniste, il n'y aura pas de deuxième vague, c'est pas si contagieux, etc., qui a été quand même assez présente tout l'été dans certains médias, oblige finalement les intervenants dont je suis à augmenter le niveau anxiogène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on se retrouve piégé dans une responsabilité à participer au discours anxiogène, alors que finalement, par certains aspects, c'est aussi pour pondérer ce courant qu'on a appelé rassuriste. Moi, je l'appelle plus comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Vous pensez que c'était peut-être pas un sujet important? Alors, trois réponses à ces différents points qui sont effectivement importants. Le premier, c'est effectivement, on a l'impression que dans la population générale, mais pas chez les malades, parce que je voudrais vraiment qu'on fasse la distinction entre ce qui est de la réaction psychologique de la population générale qui a tendance à se rassurer en essayant de nier l'évidence et du coup à se mettre à avoir des comportements à risque. Mais je crains toujours qu'on mélange la représentation psychologique qu'on a de la population générale avec des pathologies psychiatriques. Vous avez employé un certain nombre de mots qu'on a tendance maintenant à banaliser, alors qu'il s'agit de vrais malades. Quand on parle d'épisode maniaque, c'est un épisode maniaque. Quand on parle d'épisode délirant, on parle de schizophrénie. Et là, il y a, depuis un certain temps, comme ces termes circulent, comme le virus, en fait, on a tendance à utiliser et à traiter les autres de schizophrènes ou d'autistes, ce que je trouve extrêmement grave pour des gens qui ont des vraies maladies. Ça, c'est mon deuxième point. Mon troisième point, pour revenir à votre première remarque, je crois que c'est extrêmement important de rappeler que nos patients, ils sont plus à risque que les autres de faire des formes graves de maladie parce qu'ils meurent en première raison de mortalité, première cause de mortalité de maladies cardiovasculaires, parce que les bipolaires ont 2 fois plus que la population générale de syndrome métabolique, 20%, les schizophrènes 30% et les dépressions résistantes 40%. Donc ils ont tous les facteurs de risque, diabète, obésité, hypertension artérielle, de faire des Covid graves. On ne le sait pas assez, on ne le diagnostique pas, on ne les prend pas en charge. Donc je crois que c'est extrêmement important. Et le dernier point pour faire le lien avec tout ce qui est infection et inflammation, c'est que ce sont des pathologies immuno-inflammatoires et que donc la tempête cytokinique qu'on observe et l'inflammation qu'on observe pendant le Covid, elle met à risque les personnes qui ont fait un Covid de faire une maladie mentale et en particulier des troubles de l'humeur. Le lien, il est parfaitement connu, parfaitement établi. Et il faut juste avoir en tête, encore une fois, pour pouvoir surveiller ces personnes qui ont fait un Covid et pouvoir dépister les pathologies psychiatriques qui se soignent, mais moins bien quand on attend trop longtemps. Absolument. Marie, oui. Oui, je voulais juste dire un petit mot pour rebondir aussi sur ce que tu as montré sur la question des overdoses. Amine évoquait la question des États-Unis aussi en introduction. Donc, moi, au-delà de la Global Drug Survey, je travaille avec des collègues américains sur une analyse des politiques publiques en matière d'usage de drogue sur l'impact du Covid. Et en fait, aux États-Unis, c'est une catastrophe absolue parce qu'ils ont la collusion en fait de 2 épidémies. Et actuellement, il y a une explosion des overdoses liées à l'isolement, liées au fait que, contrairement à la France, où les programmes de réduction des risques et de traitement sont financés par l'État, avec un État fort qui est présent et qui a été très présent pendant la période du confinement pour aider les structures de réduction des risques et les centres de traitement. Aux États-Unis, cet État fort n'existe pas et donc les usagers de drogue meurent non seulement du Covid, mais encore plus des overdoses que c'était le cas auparavant. Donc en fait, aux États-Unis, ils ont vraiment la collusion de ces 2 épidémies et qui va certainement s'accentuer au fil du temps avec une augmentation considérable aussi de l'augmentation des benzodiazépines et du nombre de suicides de manière encore plus importante qu'en France. Et des pauvres, bien sûr, et une explosion des inégalités sociales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce niveau de la discussion? Oui, oui. Vous pouvez aller au micro? Merci. Donc, j'ai une question courte, après je laisse la place à la collègue. Donc, concernant le chiffre important du nombre de suicides, le pourcentage de 20%, est-ce que vous avez le type de pathologie et la tranche d'âge? Je rebondis sur la question de la tranche d'âge. Mais les pathologies étaient des pathologies psychiatriques graves ou des troubles atymiques réactionnels? Alors le chiffre de 20% auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est un chiffre issu d'une étude qui a été faite à la suite de la crise économique de 2008 pour montrer l'importance du risque qui se surajoute au risque infectieux dont on a parlé tout à l'heure, qui est le risque
due aux conséquences économiques et qui, là aussi, est devant nous. Et donc, c'était simplement pour attirer votre attention sur le fait que le risque de suicide, il est très important. Et on a déjà vu en France, par exemple, des symptômes ou des idées suicidaires, et on commence à pouvoir les mesurer pendant la première période de confinement, où à la Fondation Fondamentale, on a ouvert une plateforme qui s'appelait Covid Écoute, où on a recensé et étudié les causes des appels, et on a été très impressionnés de voir le nombre de personnes appelant pour dire leur détresse, et en particulier la présence de symptômes suicidaires. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore mesurer avec précision, mais qui est manifestement extrêmement important. Professeur Worsman. Oui, merci beaucoup Florence Worsman de l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Je voulais faire peut-être plus qu'une question, un petit commentaire. Donc vous avez beaucoup parlé de la situation pour les patients dépendants des opioïdes aux États-Unis, et juste effectivement sur le fait que on est dans une situation de crise et que dans les crises des fois il y a des opportunités. Sur le site de Fernand Vidal, on a fait pas mal d'instauration de nouveaux traitements de substitution pour des patients dépendants des opioïdes qui n'avaient plus dans la première vague leur fournisseur ou leur accès habituel aux produits. Et donc ça, c'était plutôt un point positif. Et on a eu pratiquement sur l'Île-de-France, avec les collègues des différents XAPA médico-sociaux, presque 800 patients SDF qui ont été hébergés dans des hôtels qui n'avaient plus de touristes et qui ont été mis à l'abri dans cette première phase. Donc ça a montré aussi qu'on pouvait avoir un système de soins et un système médico-social qui a bien fonctionné pour certains aspects. Et puis, par contre, peut-être qu'on aura plus de difficultés pour les patients, entre guillemets, moins visibles, et notamment, je pense à tous les patients dépendants de l'alcool, à qui on n'a pas pu fournir les soins qu'on fournit habituellement parce qu'on a réduit pas mal d'offres de soins pour faire du Covid. Et là, moi, j'ai une inquiétude aussi importante pour les patients dépendants de l'alcool. Enfin, si je peux juste réagir là-dessus, Florence, ça me semble fondamental ce que tu viens de dire, puisque effectivement, c'est toute la force de l'État, du modèle d'État social à la française. Et c'est vrai que, comme dans toutes les crises, il y a aussi, la crise a donné lieu à des nouvelles modalités d'organisation. Ça a poussé les équipes à collaborer entre elles, et donc il y a aussi des éléments d'ordre positif qui sont apparus avec des initiations en traitement de substitution, et puis une autonomisation aussi pour certains patients par rapport à la possibilité d'avoir des traitements plus longtemps. Donc aussi des éléments positifs. C'est très important de le rappeler. Gilles Pialou. Non, c'était juste oui, une remarque. Oui, je voulais répondre. J'ai bien fait la différence entre les attitudes, les mots issus de la psychologie et ceux de la sémiologie psychiatrique. Là, en l'occurrence, je faisais référence plutôt à mes patients qui ont des pathologies psychiatriques, en plus du VIH ou en plus de l'hépatite C. Non, je voulais juste rebondir sur ça. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a eu tout un tas de processus qui est des adaptations à la crise, et que là, maintenant, on est dans une dimension durable, probable, du Covid, et que ce qui a été traduit, alors même si le président de la République l'a redit, le quoi qu'il en coûte, sur lequel on a vraiment pompé pendant la première vague, en tout cas à l'hôpital public, ça va être très compliqué à gérer dans le long terme. Enfin, là, c'est quelque chose qui nous unit tous. C'est-à-dire que si cette crise est durable, on est dans une autre dimension on quitte l'exceptionnalité. Je vous plombe un peu le moral, mais bon. D'autres questions D'autres questions? Alors moi, je poserai une question très utilitariste, parce que au moment du confinement, premier confinement, je suis responsable d'une association de prévention des addictions. Alors j'étais assailli de questions de journalistes. Les gens vont boire, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens vont fumer, qu'est-ce que vous en pensez? Etc. Alors à l'époque, j'avais été très prudent, en particulier sur la consommation d'alcool, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension conviviale et festive pour une certaine part de la population, et celle-là, c'est probablement celle-là qui a baissé ou qui a maintenu sa consommation. Par contre, je m'étais complètement trompé sur les drogues illicites, parce que j'avais dit, confinement, ça a moins circulé, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça va continuer, ces effets de maintien de la consommation de drogues illicites? Alors, c'est difficile de répondre. Sur la question de l'alcool, en tout cas, toutes les études convergent. Nous, la Global Drug Survey, l'étude de Santé publique France vont dans le même sens, c'est-à-dire une augmentation des consommations d'alcool
liées à la sociabilité, des apéros, Skype, etc. Et puis moins de binge drinking que ce qu'on attendait. Mais par contre, il ne faut quand même pas oublier que même s'il y a moins de binge drinking que ce à quoi on s'attendait, il y a quand même une petite partie de la population qui avait un usage très problématique d'alcool, chez qui le confinement a aggravé les choses. Donc cette population, elle existe quand même. Mais on n'a pas eu cette explosion à laquelle on s'attendait. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la question des benzodiazépines, beaucoup, et des motivations, enfin des raisons qui sont mentionnées pour l'utilisation des benzodiazépines. Et je crains que pour effectivement ce deuxième confinement, on voit une augmentation encore plus importante. Et puis sur la question du cannabis aussi, parce que sur la question du cannabis, on a des usages de cannabis à visée anxiolytique, mais qui peuvent aussi donner lieu à des mauvais trips à la maison, seul, etc. Donc en fait, il y a quand même une vigilance à maintenir, même si on n'a pas eu cette explosion des consommations auxquelles on s'attendait. Alors, ce qu'on n'a pas eu non plus, en tout cas, ce qu'on ne voit pas dans la Global Drug Survey, et les données de l'EMCDDA vont dans le même sens, donc l'Observatoire européen des drogues, c'est qu'en fait, les drogues sont restées relativement disponibles, parce que même s'il y a eu moins d'acheminement des drogues par le biais de l'avion, le trafic maritime s'est poursuivi et ça a permis de continuer à approvisionner en fait le marché. Un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on a vu quand même une augmentation, par contre, pour le cannabis, de l'autoproduction, très importante. Et donc, c'est un élément là au niveau international. Je voulais juste rajouter un mot. Je trouve qu'on a moins de données sur les nouvelles drogues de synthèse, données aussi construites que celles qu'on discute là sur les autres drogues. L'expérience qu'on a, mais ça mérite de voir les études, c'est qu'effectivement, il y a eu un freinage de la consommation en groupe, enfin, des plans en chemsex, c'était ça, mais ça a continué à avoir des consommations individuelles sur ces drogues de synthèse, mais j'aimerais bien voir si, avec le recul, comment ça va se passer, quoi. Juste peut-être pour compléter ce que disait Marie également tout à l'heure, sur la question effectivement de ce qu'on a observé en termes de trafic, c'est aussi un grand développement de toute la livraison à domicile de drogue qui a pris vraiment le pas sur le déplacement vers les lieux de deal habituels. Aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de la vente au détail se fait de cette manière-là. Et le deuxième sujet, alors là, c'est plus des observations vraiment de terrain qui sont remontées de manière sporadique, mais qui vont un peu dans le même sens. Et c'est peut-être un des avantages qu'évoquait tout à l'heure Florence Vorspan sur la crise. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi de positif pour les personnes qui étaient dans des conduites addictives liées à la consommation de cannabis, mais qui, si j'ose dire, l'ignoraient, parce qu'ils avaient accès finalement à du cannabis relativement régulièrement, qu'ils avaient l'habitude de fumer pour s'endormir, pour se déstresser, pour tout ce que vous voulez. En réalité, le début du confinement, c'est les premiers jours où on a observé ça. Ils avaient du mal à se procurer le produit et ils ont pris conscience d'une certaine manière de leur dépendance. Alors c'est pour le meilleur et pour le pire, mais en réalité, c'est aussi intéressant qu'il y ait une prise de conscience pour les personnes qui sont des consommateurs trop réguliers, trop forts, qui vont trop loin sur ce produit. Et peut-être que ça aura un effet bénéfique à terme, je n'en sais rien. Marie. D'ailleurs, là-dessus, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas, un élément très intéressant, sur une autre population, parce que la Global Drug Survey, c'est en population générale. On vient de terminer pour la MUNDECA, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et la ville de Paris, un rapport sur les usagers de crack, dans le cadre de l'évaluation du plan crack. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que pendant le confinement, il y a une part des usagers de crack qui ont eu des hébergements dans le cadre de ces centaines de places qui ont été accordées pour des mises à l'abri. Et certains d'entre eux ont pu s'arrêter et faire des pauses dans leur consommation parce qu'ils étaient à l'abri. Et donc, en fait, ça les amenait à réfléchir à leur consommation et à se dire j'ai envie d'arrêter, et à initier des sevrages qui ont pu se poursuivre ensuite avec le déconfinement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi avec la cannabis online, c'est une augmentation de la part des usagers occasionnels de cannabis vers des usages quotidiens, mais aussi une part non négligeable de personnes qui ont pris conscience de leur dépendance au cannabis et qui ont souhaité arrêter pendant cette période-là. Amine Benyamin. Merci Bernard, merci au plateau pour ce joli débat. Moi, je voulais parler et vous demander votre sentiment, si vous avez des données sur le moral des troupes, en gros les soignants. Alors, c'est le gros enjeu, puisque comme on le sait, après la première vague, ça a été évidemment un élément extrêmement déterminant pour
pour finir les sauveurs, évidemment, qu'on a applaudi tous les jours à 20h, mais les sauveurs sont fatigués. Moi, je ne sais pas si actuellement, Marion, peut-être nous le dire s'il y a des données ou des choses qui sont mises en place. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que moi, je prescris beaucoup d'anxiolytiques à mes collègues. Je prescris beaucoup d'arrêts au PNM. Je ne sais pas où on en est, mais je ne sais pas s'il y a une possibilité d'explorer ou bien de mesurer l'état du moral des troupes, mais je pense que c'est un élément qui va être déterminant. Comme tu le disais, Gilles, sur finalement, hélas, j'espère que non, la chronicisation d'un phénomène qui jusqu'à présent est géré de manière aiguë. Voilà. J'ai évidemment pas, enfin j'ai une impression, mais j'ai pas de données, en tout cas pour la PHP, je sais pas si vous en avez, mais je vais vous raconter juste une anecdote. Avant-hier, enfin non, hier, avant-hier, il y a une directrice d'un grand groupe hospitalier qui m'appelle et qui donc très administrative. Je pensais qu'elle m'appelait parce que j'ai dit une connerie à télé ou un truc comme ça, pas du tout. Et elle m'appelait parce qu'elle était inquiète du nombre de praticiens. Alors là, c'est les médecins qui venaient dans son bureau, s'épancher, quoi, enfin, avec une difficulté. Et elle a eu cette expression incroyable, elle m'a dit, la plupart vont faire une descente d'acide. Et j'étais très surpris parce qu'elle est très stricte, etc. Et je lui dis, vous croyez? Elle me dit oui, parce que première vague, etc. Enfin, tout le monde décrit le même phénomène. C'est-à-dire qu'on était dans un système où on avait une visibilité à 3 jours, donc une espèce d'excitation qui faisait qu'on gérait 3 jours de stock de masques, 3 jours de capacitaire, 3 jours de gestion, etc. Et chaque fois, ça avançait, puis après, c'est redescendu. Tandis que là, c'est complètement différent parce qu'on sait exactement ce qui va se passer et les soignants ont enfin, là, j'ai fait plusieurs réunions de groupes de discussion avec les infirmières pour répondre concrètement à ce que tu dis. Et il y a ce sentiment-là que on passe dans autre chose, on est revenu à l'hôpital d'avant. Avec tout ce que tu sais, qu'on sait nous, de pression, de manque de personnel. Voilà, avec ça, il y a des arrêts de travail, mais c'est pas à la paix, c'est pas spectaculaire. Par exemple, il y a quelque chose que les personnels non médicaux n'utilisent quasiment pas, en tout cas dans notre hôpital, c'est le droit de retrait, par exemple. Ce qui est un autre indicateur. Tu as les prescriptions d'arrêt de travail, tu as l'utilisation d'anxiolytiques, puis tu as le droit de retrait, c'est-à-dire le soignant qui dit « moi, je ne peux plus ». Donc, pour l'instant, ça tient, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre analyse. C'est une très bonne question parce que je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant à la santé mentale des soignants qui sont vraiment mis à rude épreuve. Moi, j'ai pas de chiffres. Je peux juste relater ce qu'on a vécu pendant le premier confinement, qui est qu'il y avait toute une série de plateformes qui ont été mises à disposition par la paix pour les soignants et ils ont beaucoup de mal en fait à décrocher leur téléphone pour dire je vais pas bien. Et du coup, nous on a vraiment déployé l'équipe de liaison qui a été les voir individuellement pour leur demander chacun comment ils allaient. Et en fait, on s'est aperçu que quand on va les chercher, quand on leur pose la question, ils vont vraiment pas bien du tout. Donc, je pense que ça, plus le second confinement, la seconde vague qui arrive ici, là, plus peut-être ce que vous décriviez là, qui est en fait une énorme tension, une extrême pression, presque une agressivité, tellement cette pression est lourde en ce moment, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant à prendre soin de nous en fait et de nos équipes et déployer des moyens vraiment dédiés qui ne doivent pas être des moyens numériques mais qui doivent être des moyens en présentiel parce que l'échange dans ce contexte et le contact est extrêmement important. Je vous confirme, en cellule de crise aujourd'hui, on a redéployé ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement aller vers, parce que les gens ne viennent pas, que ce soit personnel non médicaux ou médecins. Donc on a redéployé ça, on a redéployé l'équipe mobile de soins palliatifs, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en train de réactiver tous ces groupes quoi, transversaux. Une question au fond. May Boumengel du centre hospitalier de Versailles. Je vous pose une question en fait plus éthique. En fait, par rapport à effectivement des patients qui sont potentiellement beaucoup plus comorbides et devant la question réanimatoire ou non réanimatoire de ces patients-là, est-ce que vous auriez des chiffres vis-à-vis de ça? Est-ce qu'ils sont d'autant plus impactés par des arrêts de soins ou des refus de soins plus précoces à l'ère où on a moins en moins de lits de réanimation? C'est compliqué de chiffrer les refus de soins parce que par définition on les quantifie. Des refus de soins, pas des patients, mais plutôt oui. des soignants. Enfin, oui, non, j'ai bien compris. Après, il y a eu les chiffres qui ont fait beaucoup polémique, qui étaient l'abaissement de la moyenne d'âge en réanimation avec la montée de la marée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dépassé le 100%, là, c'est-à-dire là où on est en train d'arriver, le 100% de la réanimation occupée par des Covid, on s'est aperçu qu'il y avait un effet mécanique qui faisait que l'âge baissait, et ça a été un énorme sujet de polémique entre
la PHP et puis l'IHU de Marseille, parce qu'effectivement, beaucoup de patients étaient en mode, j'aime pas le mot, mais parce qu'il est un peu violent, en mode dégradé, c'est-à-dire qu'ils étaient soignés de pathologies réanimatoires, mais hors réanimation. Et actuellement, je n'ai pas de chiffres, mais actuellement, on est dans cette discussion-là, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a des services, pour vous donner on a eu ça ce matin en discussion de cellules de crise du groupe Pitié Saint-Antoine-Tenon, donc c'est un très gros groupe hospitalier, que maintenant, des services demandent à avoir du matériel de réanimation modéré, ce qu'on appelle les optiflows, c'est-à-dire l'oxygénothérapie à haut débit, dans des services médicaux, pour justement quand même réanimer, ce qui pose à la fois des problèmes techniques, mais des problèmes éthiques. C'est-à-dire faire de la réanimation dans des services où les gens ne sont pas préparés à ça, un peu compliqué. Mais je ne peux pas répondre à votre question sur les chiffres, mais je vous réponds quand même. Bien sûr, et de toute façon, même le président de la République l'a dit, je fais 2 fois que je le cite, vous lui direz, c'est qu'il y aura un moment où il faudra faire des choix et que, évidemment, plus la marée monte, plus ces choix sont compliqués. Je ne sais pas si j'ai répondu. Marion Le Boyer. Juste si votre question c'était sur le lien entre les patients ayant des pathologies psychiatriques et le Covid, il y a un papier qui vient de paraître de nos collègues de Marseille qui montre, on a parlé de stigmatisation ou d'inégalité par rapport aux soins, et il semble, faut que je le relise avec attention parce qu'il vient juste de sortir, que les patients avec un diagnostic de schizophrénie étaient moins souvent admis en réanimation que les autres. Donc je crois qu'il faut là aussi qu'on soit extrêmement vigilant et qu'il n'y ait pas de choix comme ça en fonction des pathologies présentées par les patients, parce que voilà, ça rajoute de l'inégalité à l'inégalité. Il y a le manque de prise en charge des comorbidités somatiques, et là il y aurait, et c'est extrêmement grave si ça se confirme et si on n'y est pas vigilant, un choix de l'entrée en réanimation en fonction des pathologies psychiatriques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on soit très très vigilant. Merci. Merci. D'autres réactions ? Je voulais juste... Bonjour, Emmanuel Perret, je travaille en pédopsie à l'hôpital Robert Debré et je dirige une unité fonctionnelle d'addictologie. Je voulais rebondir sur la problématique de la pédopsie, puisque on fait aussi des astreintes et on est submergé par des situations terribles, et on est aussi confronté à une problématique de grande difficulté de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui à protéger les enfants. Et donc on fait repartir dans des familles très dysfonctionnelles des enfants qu'on blinde de traitement et qu'on revoit. Et ce qu'on voit autour de nous, c'est quand même un épuisement des professionnels. Par ailleurs, il y a eu un sondage par le Conseil de l'ordre des infirmiers qui déclare quand même, qui montre que 40% des infirmiers envisagent de changer de métier. Donc on est dans une situation quand même des plus critiques au plan du service public en tout cas. Merci. Il y a ce sujet quand même qui était abordé avant le confinement, c'est les violences domestiques avec le confinement, des gens qui sont forcés de vivre ensemble. Est-ce qu'il y a des données là-dessus ? Moi, j'ai regardé ça de près avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on a eu beaucoup de remontées, effectivement. Et ça fait partie sans doute de ce pourcentage de personnes qui étaient déjà très grandes consommatrices d'alcool, qui ont consommé encore plus, des hommes à la maison qui ont très clairement tapé davantage leurs femmes et leurs enfants. Et il y a eu énormément de constatations. Malheureusement, mais on est en train de travailler à ce que ça change, le système de recueil des interventions, notamment au domicile en première intention des forces de l'ordre, n'est pas en capacité de nous donner de la donnée fiable sur le sujet. Mais à dire d'experts, entre guillemets, d'experts de terrain habillés en bleu, ça a beaucoup augmenté. Et là aussi, comme je rejoins un peu la réflexion tout à l'heure initiée par Florence Wortmann, il faut essayer de voir ce qui, dans ces drames, nous permet peut-être d'avancer sur certains sujets. Premièrement, la statistique du ministère de l'Intérieur va bouger, et ça c'est bien d'avoir et de la lier ensuite aux statistiques judiciaires. Ça va être un plus très probablement. Et secondairement, ça permet de remettre, et Bernard, je sais que tu y es très sensible, en avant la question du lien entre la consommation d'alcool et les violences. D'une manière générale, quand on essaie de parler réduction des consommations à risque d'alcool, respect des repères de consommation, en avançant les arguments sanitaires, je suis assez
cache avec vous tous, mais vous le savez, ça ne marche plus. C'est-à-dire que les 41 ou 43 000 morts chaque année, c'est passé dans notre imaginaire collectif commun et ça n'imprime plus, notamment au niveau politique. C'est très difficile. Quand on parle, parce que c'est le même chiffre que pour le tabac, des 120 milliards d'euros de coût annuel de l'alcool, ça n'imprime plus beaucoup. Alors qu'au regard, vous avez un plan de relance à 100 milliards et là, on voit vraiment bien ce que c'est. Ce qui semble marcher un peu dans les esprits, parce que la société en ce moment est assez... j'allais dire, assez saturé des violences sans doute, c'est la question des liens entre alcool et violence. Et cette histoire singulière qui s'est passée pendant le confinement est quelque chose qui commence à marquer un peu plus les esprits de certains qui considéraient l'alcool finalement uniquement sous son angle traditionnel, culturel, le discours habituel, et qui permet sans doute de marquer un peu des points pour dire il faut faire attention. Je commence à avoir des discussions qui sont assez intéressantes avec les patrons de la gendarmerie, de la police, voire des polices municipales, qui commencent à se dire oui, il faut aller un peu plus vers les débits de boissons pour contrôler les conditions de vente, notamment de vente aux mineurs, les ivresses publiques et manifestes, les éviter, puisque à contrario de ce que beaucoup de personnes pensent, ce ne sont pas simplement des personnes qui sont sans domicile fixe avec l'image du clodo dans la rue, c'est pas uniquement ça. Les ivresses publiques et manifestes, c'est nos jeunes, c'est les ivresses du jeudi, du vendredi, du samedi soir qui se terminent mal pour nombre d'entre eux. Voilà, donc il y a peut-être un espoir dans cette prise de conscience des liens entre alcool et violence. Oui, c'est vrai que c'est un thème qui monte quand même, mais, de manière légitime d'ailleurs, hein, mais c'est un thème qui monte. Mais il a été évoqué en début de confinement et puis finalement il s'est perdu, quoi. Il a été évoqué comme une inquiétude, est-ce qu'il va y avoir plus de violence, etc. Puis ce thème s'est perdu, on n'a pas plus beaucoup entendu parler par la suite. Oui, alors après, bon, c'est pas à moi de faire la promo de tout ce que fait la gendarmerie nationale, mais néanmoins, ça a permis l'accélération d'un certain nombre de mesures qui étaient prévues dans le plan concernant les violences conjugales, avec l'ouverture qui a été un peu médiatisée il y a quelques semaines, des premières maisons d'accueil dites familiales qui permettent de recevoir les familles dans des conditions tout à fait correctes, et en particulier les femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou sexistes, mais désormais leurs enfants, et ils ont intégré cette problématique, ils ont observé pendant le confinement. Voilà, ça commence à se structurer un petit peu. D'autres Amine Benyamin. J'ai eu 2-3 cas, Marion, de patients qui, après le déconfinement, ne souhaitaient plus venir en consultation. Des patients qui ne voulaient plus sortir et qui étaient vraiment très angoissés à l'idée de venir. Ça a été vraiment une situation très compliquée. Alors, évidemment, c'est des patients addicts, un patient alcoolodépendant qui s'est remis à boire parce que là, il préférait boire que de sortir. Et en gros, il me disait, en sortant, j'ai l'impression d'avoir le Covid qui me prenait à la gorge. Donc, je pensais que c'était un cas isolé, mais bon, j'en ai eu 3-4 avec des profils psy différents. Des profils psychopathologiques, évidemment. Je ne sais pas si ce sont des choses qui te sont montées, mais on découvre quand même un certain nombre d'éléments. Évidemment, j'étais me renseigner dans la littérature, on a parlé du syndrome de la cabane. Je ne sais pas si le gars qui reste dans sa cabane, qui ne veut plus sortir, qui pense que l'extérieur est hostile. Mais je me suis demandé si c'est des éléments que l'on pouvait voir dans une consultation psy. Deuxième élément, évidemment, la deuxième vague, on ne sait pas ce qu'elle va donner, mais ce qui est sûr, c'est que les gens réagissent toujours de la même manière. Et ça m'inquiète un tout petit peu, puisqu'il y a des bouchons à Paris, et les Parisiens vont se confiner en province. Est-ce que vous ne pensez pas que, clairement, on va revivre les travers de ce qu'on a connu dans la première vague, Gilles? Non, je voulais confirmer que moi, je suis en 100% non présentiel, enfin, consultation depuis le début de l'année. Donc, j'ai aussi une population VIH vieillissante, en forme, enfin ils ont mon âge, quoi. Mais il y en a qui sont pas déconfinés. Alors je sais pas s'ils ont des profils psychopathologiques, mais particuliers, il y en a. Mais même si je leur propose de venir, ils ne viendront pas. Et même au mois de septembre, où c'était plutôt une alcalmie. Donc effectivement, il y a, on le sait, dans ces pathologies chroniques, il y en a certains qui ont la possibilité clinique de le faire, qui ne veulent plus revenir à l'hôpital et qui ne veulent plus, ils sont attachés à la consultation téléphonique. Et ta deuxième question, elle était sur... j'ai perdu. Ah oui, les comportements... j'ai eu mon fils, aujourd'hui je fais que des anecdotes, mais j'ai eu mon fils dans la voiture qui voulait se barrer, donc, et c'est simple, j'ai la réponse. Aucune location de voiture sur Paris, aucune location, aucun TGV avant, sauf un pour aller dans l'ouest, le sud-ouest,
sauf un à 5 heures du matin. Donc j'imagine, et compte tenu de ce que j'ai entendu des bouchons, j'imagine qu'effectivement, il y a une reprise. Alors là, c'est particulier parce qu'ils vont où? Il y a du virus de Roubaix à Rodez, donc je ne sais pas où ils vont. Hein. Donc c'est une réponse voilà, de comptoir, mais pas une location de voiture possible sur Paris, là, pour partir. Dans le départ, il n'y a pas que la fuite du virus. Hein. À l'heure actuelle, il y a... Oui, il y a les appartements, il y a le fait... Oui, c'est tous les mécanismes... L'illusion de vivre mieux à la campagne pendant une période difficile, je pense. Petite surface. Donc effectivement, il y aura quand même une reproduction. Amine ? Non, mais je crois que c'était... je remercie les orateurs à la fois de ces échanges entre eux et puis de leur propre présentation. Merci beaucoup. On va passer à la séquence suivante. Je remercie évidemment tous ceux qui sont là et qui nous ont permis finalement de sortir un peu de la télé et de vous avoir en face pour essayer d'échanger sur la réalité de ce Covid. Alors on a la chance et le plaisir et l'intime honneur d'avoir un grand conférencier qui a accepté de venir. Alors pour toute la petite histoire, il devait intervenir à 16h45. C'est Jean-Louis Bourlange qui est écrivain, essayiste, parlementaire, avec lequel j'ai un peu discuté et qui clairement m'a dit bon, ce qui m'intéresse d'aborder, il est là, c'est pour ça que j'en parle, c'est finalement il était une fois la politique, parce que je pense que le Covid est venu en quelque sorte d'un tout petit peu bousculer cette politique. Évidemment, tous ceux qui étaient sur le débat sont invités à rester dans la mesure du possible pour accueillir et recevoir Jean-Louis Bourlange, que je vais aller chercher tout de suite.